Eh bien, bonjour messieurs, merci de votre temps. Comme vous le savez, donc j'avais envie de vous poser quelques questions sur le sujet du low-code. Et avant de commencer, je voulais vous proposer de vous présenter en 2 phrases qui vous êtes, votre activité pour chacune de vos business units. Donc bonjour, Bruno Perron, je dirige l'entité relations clients chez Swarm. C'est une 45 personnes qui travaillent sur ce domaine d'activité. Bonjour, Edouard Bartuet, je suis directeur de l'entité Search et Sémantique. On travaille à la valorisation de l'information non structurée, faire en sorte de faciliter la manipulation des informations dans les documents. Si j'ai bien compris, dans chacune de vos BU, justement, on parle du low-code, en tout cas ça fait partie de certains de vos projets. Le low-code, c'est aussi un sujet dont on entend parler depuis plusieurs années, sujet qui revient énormément également en ce moment. Si vous pouviez en une phrase donner votre définition, ça serait quoi ? L'idée, c'est de limiter la quantité de code nécessaire pour fournir une nouvelle fonctionnalité, c'est s'appuyer au maximum sur des briques existantes et des composants qu'on peut mettre en œuvre. Alors, dans l'idée de low-code au départ, il y avait beaucoup d'interfaces graphiques, de développement via des IHM, la programmation en flux de données. Sans dire que ça soit juste ça, c'est s'appuyer sur des progiciels qui fournissent un ensemble de fonctionnalités préexistantes et où on n'a pas besoin de redévelopper from scratch de chaque ligne de code, quoi. Le plus important sur le low-code, c'est que ça répond à un besoin aussi métier qu'on rencontre de plus en plus chez les clients. Définir un cahier des charges très structuré avec une expression de besoin très détaillée, on le voit de moins en moins. Et on est plus sur la création d'une application par itération. Et donc le fait d'utiliser des plateformes low-code nous permet d'itérer très rapidement et d'aller rapidement cibler le besoin qui n'avait pas forcément été identifié ou exprimé dans le cahier des charges du client. Voilà, tout simplement. Ok, merci. Et au sein de vos BU, vous pouvez nous préciser peut-être quel type de solution low-code vous utilisez ? Donc au sein de la BU relations clients, historiquement on travaille sur du CRM. La partie low-code sur des applications CRM, ça fait plus de 10 ans qu'il y en a, c'est du paramétrage principalement. Nous on travaille sur la plateforme de Microsoft, la Power Platform, qui a été élargie par Microsoft, qui ne s'applique plus au CRM uniquement, mais à l'ensemble des besoins métiers. Ils appellent ça maintenant Business Application. Et nous, on utilise, alors c'est pas un outil de low-code parmi ceux qui seraient identifiés dans le Gartner, mais c'est plutôt des progiciels qui arrivent avec tout un tas de fonctionnalités qu'on peut activer et où on peut très rapidement mettre en place un projet. Un outil comme Sinequa par exemple, qui est un moteur de recherche qui permet d'intégrer des données issues de plus de 150 types d'applications avec un catalogue de connecteurs qui nous permet très rapidement de récupérer ces données, là où une approche dev classique aurait nécessité de coder le connecteur vers SharePoint ou vers Alfresco ou que sais-je. Là, on peut se concentrer sur finalement qu'est-ce qu'on va faire des données. Une fois que j'ai récupéré ces contenus, comment je les valorise, quels enrichissements j'apporte et finalement qu'est-ce que j'en tire de ces données. Et du coup, par rapport à ces différents cas d'utilisation, en quelle mesure on va proposer ce type de solution plutôt qu'un développement spécifique plus classique ? Nous, l'idée, c'est d'accélérer les projets. Ça réduit pas forcément les coûts parce que les solutions de low-code peuvent avoir un coût. C'est souvent des solutions d'éditeurs. Donc, c'est pas tant le budget qui change, mais c'est le fait d'être capable d'adresser le projet très rapidement et puis après de le faire évoluer aussi très facilement. Parce qu'il y a une solution qui a été basée que sur des devs spécifiques, ça prend un certain temps à développer, tester, mettre en œuvre, et la maintenance évolutive derrière peut aussi être source de régression. Voilà. Avec ces outils, ces progiciels, on est sur quelque chose qui, alors le mot est bateau, beaucoup plus agile, mais en tout cas qu'on peut mettre en place par itération successive. Et donc ça se prête bien dans notre domaine particulier, des moteurs de recherche d'entreprise typiquement, où on va intégrer de nouvelles sources de données au fil des mois. C'est beaucoup plus simple à faire comme ça que si on était sur une solution qui demandait du dev à chaque fois. Ça apporte de la souplesse
Voilà, et en complément, c'est des plateformes qui évoluent très rapidement, donc les éditeurs de ces plateformes rajoutent des fonctionnalités très fréquemment, et développer dans ce contexte de plateforme permet de bénéficier des nouvelles fonctionnalités sans tout refaire, en simple complément de ce qu'on a déjà fait. Et donc ça, c'est vraiment important pour la suite. On est sur quelque chose, encore une fois, d'itératif. On a fait à un instant T une application rapidement pour répondre à un besoin de cet instant. On peut très facilement, 6 mois plus tard, s'il y a de nouvelles fonctionnalités mises à disposition par l'éditeur, d'utiliser ces fonctionnalités pour enrichir l'application. Voilà. Pour les personnes qui travaillent sur les projets avec ces outils, c'est que ça amène une certaine pluridisciplinarité. Les gens ne font pas que du développement, ils vont être amenés à bien connaître l'outil, savoir ce qui est possible de faire avec, échanger avec le client pour qualifier le besoin et avoir un cycle finalement qui est beaucoup plus long entre le recueil du besoin, la mise en œuvre, le test, l'accompagnement, que s'ils étaient purement développeurs. Le terme low-code, si on le traduit littéralement, ça peut être un peu péjoratif. On se dit low, c'est basse qualité. L'idée, c'est pas ça, c'est de réduire la quantité de code nécessaire. Mais pour autant, on peut amener partir tout de suite de quelque chose qui est très riche et donc une application qui au final sera avec une valeur beaucoup plus importante que si on avait tout redéveloppé de zéro. Ben justement, tu avances un petit peu le sujet que je voulais aborder, puisque j'ai pas forcément pris le temps de me présenter, mais pour ma part, je travaille au service recrutement et justement, c'était un sujet qui m'intéressait. Dans ce que vous me disiez, j'avais un petit peu l'impression que en termes de mission, justement, pour un ingénieur, peut-être qu'on allait toucher du doigt différemment l'aspect conception, peut-être plus rapidement dans une carrière, limite, que si on était sur des fonctions plus techniques et classiques programmation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être sur ce sujet en termes de mission principale d'un ingénieur qui commencerait chez vous, et qui travaillerait justement sur une de ces solutions low-code? Low-code ne veut pas dire pas de code, mais une utilisation différente et se focaliser sur du développement pour quelque chose de très particulier et réutiliser des composants ou des services qui sont mis à disposition par les plateformes. Donc ça, c'est important à assimiler ces concepts-là. Ça veut dire pour un ingénieur qui arrive chez nous, c'est plus de conception, oui, mais c'est de la réflexion, ça a apporté une solution à un besoin précis en réutilisant en fait les atouts de la plateforme low-code. Donc là, on est plus dans la réflexion. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un ingénieur, c'est pas simplement développer, mais c'est de concevoir une application qui répond aux besoins du client. Donc on est vraiment dans cette direction-là. Et après, comme je le disais en introduction, le low-code permet aussi de faire du développement, mais de limiter le développement à ce qui n'existe pas sur la plateforme. Pour un besoin très, très spécifique de l'application. C'est peut-être aussi que la conception, c'est pas exactement, on l'envisage pas exactement de la même manière. Quand on parle de conception, habituellement, il y a du développement, c'est quel algorithme je vais utiliser, comment je vais faire ma conception applicative à l'intérieur des quelques classes que je suis en train de développer. Là, on va vouloir concevoir une solution en entier en se disant quelles sont les données que je vais récupérer en entrée, quels sont les composants que je vais mobiliser pour les traiter, pour les enrichir. Et donc, on est sur une conception d'un peu plus haut niveau, dans le sens avoir une vision plus large de la solution qu'on veut mettre en place. Donc, c'est pas exactement une conception qui est envisagée au même niveau, sur les mêmes parties de code, ou au contraire d'une solution globale. Et qui peut être, je complète, qui peut être très enrichissante. Je prends un exemple très rapide. Microsoft a fait une application pour la distribution des masques avec la Power Platform. Cette application, ils l'ont fait en 5 jours de mémoire, qui va d'une application pour la personne qui veut commander des masques pour sa famille avec un simple formulaire. Qui permet, lorsque le formulaire est rempli,
d'avoir un bon avec un code barre pour aller chercher la quantité de masse qu'il a commandé. Ça équipe également les points de distribution qui vont scanner le code barre et fournir la quantité de masques adéquate, et ça va jusqu'au back-office qui gère le stock. Et tout ça, ça va d'un formulaire web à plusieurs Azure Functions, plus les applications de distribution de masques et de back-office. Et avec tout ça fait en 5 jours, où on a réutilisé, où Microsoft a réutilisé des composants qui étaient existants. Et la vraie valeur ajoutée de l'ingénieur, c'est d'avoir la connaissance de cette plateforme et de ses services et de les agencer pour délivrer rapidement l'application qui va vraiment répondre aux besoins du client. Et de l'utilisateur. Et donc on est vraiment, comme le disait Edouard, sur une réflexion qui est un petit peu plus haut niveau qu'une simple réflexion de conception sur un bout de code très précis. Là, on a vraiment une vision plus globale. Et pour moi, pour les ingénieurs, avoir cette vision globale est plus intéressante que d'avoir un bout d'application à concevoir. Et c'est rigolo parce que on fait souvent le reproche aux solutions low-code de ne pas permettre de capitaliser, que chacun recrée son processus dans son coin et puis qu'on puisse pas reprendre une bibliothèque existante. Et on voit que c'est l'inverse en fait. On peut créer des composants qu'on ajoute à la plateforme, qu'on utilise comme on utilise des outils cloud disponibles, et tout ça s'assemble et on crée une valeur qu'on aurait eu du mal à faire uniquement avec du développement spécifique ou alors en y passant des centaines de jours. Quand je vous entends parler, ça me fait penser à une notion. Alors, tu parlais justement de low-code, que ça pouvait paraître péjoratif. Moi, c'est vrai qu'à l'inverse, quand j'entends ces notions de low-code, ça me fait penser à la low-tech. Et au contraire, justement, c'est plutôt une notion qui est plutôt positive en termes de gestion des ressources, gestion des composants, le principe de pas réinventer la roue, le principe d'utiliser le moins de ressources pour réaliser le plus de choses. Est-ce qu'on est un peu dans cette dynamique aussi? Je sais pas, est-ce qu'il y a une différence en termes de stockage, en termes de données? Est-ce que du coup c'est peut-être moins énergivore ou pas du tout? On a une idée? Ce qu'il y a de sûr, c'est quand on essaie de capitaliser, de s'appuyer sur des briques existantes, on a plus de chances de s'appuyer sur quelque chose qui a été optimisé que quand chacun refait son développement et réinvente son algorithme, même si on peut utiliser design pattern et des bonnes pratiques. Quand on fait un dev spécifique, il faut beaucoup plus de temps pour le mettre en place, qui fonctionne et l'optimiser, que quand on s'appuie sur un composant qui a été mis à disposition. Merci. Peut-être un exemple de client qui travaille sur ce type de solution? Un projet en cours, établissement français du sang, pour équiper les points de collecte. Voilà. Si vous donnez votre sang, habituellement vous saisissez un formulaire à la main qui sera stocké je ne sais où dans des archives. Là, le but c'est que ce soit connecté. Voilà. Et qu'on réutilise en fait les données des donneurs directement sur les points de collecte. La question, en tout cas, amène aussi à réfléchir à ce qu'était la promesse du low-code au début, parce que l'objectif de ces solutions, c'était permettre un citoyen développeur, c'est-à-dire un utilisateur métier qui puisse, sans connaissance de développement poussé, mettre en place ces processus, ces traitements, et déployer en se passant d'équipe informatique ces applications. On voit que c'est pas ça en fait qui se passe. On s'intègre à un système d'information existant, on s'interface avec des applications, il y a quand même une certaine complexité technique et c'est des profils qui sont encore une fois plus polyvalents, qui feront moins de développement en tant que tel où je fais toute la fonctionnalité de A à Z, mais ça nécessite néanmoins une certaine compétence technique et un goût pour la technique. C'est pas zéro développement, je fais que du fonctionnel, ça mixte les activités. Et du coup, je rebondis là-dessus aussi. Nous, quand on essaye de vous aider justement à recruter sur ce type de profil, on se dit qu'on va viser des personnes qui ont peut-être des velléités plus rapides à faire ensuite de la gestion de projet plus qu'un profil expert technique pur, tout en ayant justement, comme tu le disais, cette notion et cet ADN technique. Mais voilà, on imagine quelqu'un qui rapidement veuille se rapprocher de l'analyse du besoin, le recueil du besoin,
et que du coup, typiquement, des jeunes diplômés qui ont ces velléités pourraient peut-être être plus rapidement alimentés par ce type de mission, justement, que de la programmation pure, où chez nous, en plus, on a une ADN qui est particulièrement technique et on mettra peut-être un peu plus de temps à aller vers la gestion de projet. C'est sans doute vrai. En tout cas, quelqu'un qui n'aurait pas envie d'avoir d'échanges clients, qui n'aurait pas envie de recueillir un besoin, d'accompagner ensuite à le déploiement de la solution, c'est pas le type d'outil dans lequel il va s'épanouir. Donc il vaut mieux quelqu'un qui ait envie d'être sur toute la chaîne. D'accord. Voilà. Qui veut conclure? Je vous embauche à croire. Complètement. Non, pas particulièrement. C'est après des outils c'est une longue démarche. Il y a eu ça dans les années 90. Il y avait Microsoft avec Visual Basic. On était sur du développement d'applications en partant de l'interface utilisateur. Après, il y a eu les ateliers de génie logiciel où on voulait limiter le code. Donc l'historique de tout ça se poursuit depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avec le cloud, avec toutes les solutions disponibles sur étagère, ça s'amplifie parce que voilà, on essaie de capitaliser davantage, de ne pas réinventer la roue et d'être plus sur des gens qui ont une connaissance d'un écosystème, qui savent que tel outil est disponible, que tel service peut être instancié, plus que de tout redévelopper de zéro. Ben merci, c'est une belle conclusion.